La poétesse de Dieu de David Pelly. La chronique de mon exil avait commencé par l'obtention de mon baccalauréat. Comme tout bachelier ordinaire du Togo de mon ère, c'est-à-dire celui que les parents ne peuvent envoyer à l'université hors du pays et qui est condamné, dans le meilleur des cas, à faire ses études à l'université de Lomé pour décrocher un parchemin au rayonnement plutôt modeste, je m'étais retrouvé piégé. Que faire pour valoriser un baccalauréat littéraire dans un pays incapable d'employer même les médecins, ingénieurs, informaticiens et agronomes qu'ils forment? Vu mon amour pour la chose littéraire, la faculté des lettres eût été mon choix le plus judicieux si je n'avais pas une profonde aversion pour l'ingrat et éreintant métier d'enseignant auquel elle mène ses étudiants les plus méritants, abandonnant les moyens et les médiocres à un chômage éternel. La sociologie, la philosophie, l'anthropologie, la philologie, la psychologie et toutes ces affaires en phi et j ne promettaient pas mieux. Le droit était nettement la faculté à ma portée qui débouchait sur des carrières mirobolantes comme celle de juge, d'avocat ou de diplomate. Mais la faculté de droit à l'université de Lomé, comme celle de la majorité des universités africaines, surnommée Chine populaire, à cause du nombre pléthorique de bacheliers déboussolés qui le prennent d'assaut chaque année, faisait partie des plus désespérantes de notre campus. Sans abandonner mon amour pour la littérature, je m'inscrivis sans aucune conviction, aucune passion, dans une école supérieure privée de gestion, une de celles-là dont les frais de scolarité valent l'œil d'un borgne et qui, à travers les publicités dithyrambiques, promettent une carrière à la Goldman Sachs, à la Banque mondiale ou au FMI à leurs étudiants, alors qu'ils ne sont même pas capables d'offrir un stage non rémunéré dans une épicerie de quartier périphérique. 3 ans plus tard, j'obtins une licence professionnelle en gestion commerciale. Après avoir réussi, grâce au piston d'un oncle influent, à trouver un stage bénévole dans l'une des plus petites agences de la banque publique de Lomé, où, durant 3 mois, mon maître de stage m'a appris à photocopier les cours de ses enfants, à aller chercher son plat à la maison à midi, déposer ses maîtresses dans des chambres de passe. Je passais 3 ans à distribuer des lettres de demande d'emploi dans toutes les entreprises publiques et privées du pays, sous le regard méprisant de secrétaires de direction, ces étranges alchimistes ayant la capacité de multiplier leur propre importance par 1000. Je traversais donc ce désert quand, un samedi matin, j'appris que les chômeurs de Lomé avaient décidé de manifester pour exprimer leur ras-le-bol au gouvernement qui ne faisait rien pour les sortir de leur calvaire. Piqué par la mouche de l'oisiveté et du désespoir, je me joignis à la manifestation. Nous étions des dizaines de milliers de chômeurs à prendre le macadam. On eût dit que la ville n'était faite que de chômeurs. Plusieurs manifestants, qui juraient n'avoir jamais travaillé avec leur master dont ils ne se souvenaient même plus de l'année d'obtention, tournaient autour de la cinquantaine. Lorsque nous arrivâmes au point de chute de la manifestation, nous découvrîmes qu'il était quadrillé par des voitures de police remplies d'agents cagoulés et armés. Le contraire nous eût étonnés. Préparés à cette situation, nous commençâmes à lancer des injures et des menaces au corps habillé, leur faisant comprendre que s'il y avait la moindre once de jugeote, même de la taille d'une fourmi, ils devraient être des premiers à nous soutenir, puisque leurs conditions de vie n'étaient pas les plus enviables dans le pays. Pour toute réponse, les bidas nous intimèrent l'ordre de nous disperser immédiatement pour ne pas les obliger à nous contraindre, avec leur courtoisie que nous connaissions bien, de rentrer chez nous. Le gouvernement, nous expliquèrent-ils, recevait ce jour une délégation de bailleurs de fonds européens et notre manifestation n'était qu'une machination de l'opposition pour salir le chef de l'État. Nous n'irons nulle part, nous ferons notre sit-in ici et aujourd'hui ce pays nous appartient aussi, hurlâmes-nous en chœur. Noyez-les! Le cri était monté depuis les haut-parleurs du chef de police avant les premières détonations de gaz lacrymogène. Il s'agit donc du 3e ouvrage de David Pelly que je lis, La poétesse de Dieu, et sans aucun doute c'est celui qui m'a le plus fait prendre mon pied. J'ai aimé les autres que j'ai lus, bien sûr, c'est sympa. Ce livre, il est tombé à pic. Il est tombé à pic par rapport à mes envies de lecture, mes besoins de lecture. David Pelly parle donc de Halima Salaï, et que son professeur d'origine togolaise, dont je viens de vous lire quelques mots, que son professeur d'origine togolaise recherche.
En fait, donc c'est une des élèves les plus brillantes de ce professeur togolais, professeur de français, puisque quand ce que je lis finit par être professeur à Bamako après toutes les difficultés qu'il a au Togo. Donc l'extrait que j'ai lu, le professeur finit par fuir le Togo et se retrouve professeur à Bamako. Professeur Yao avec un nom togolais imprononçable. Et donc parmi ses élèves brillantes, une fille qui aspire à de la poésie, à être poète, qui est Halima Salai. Et pendant plusieurs mois, donc il est prof de cet élève, et il finit plus ou moins par s'enticher d'elle, même plus que moins. Et puis à un moment, il la voit de moins en moins, elle est de plus en plus dispersée, de moins en moins brillante, et puis du jour au lendemain, elle disparaît. Elle disparaît de la surface. Évidemment, il se demande ce qu'elle est devenue et autres, donc elle disparaît. Et puis à un moment, ce professeur qui travaille aussi comme pigiste, comme journaliste, ils font une petite brève comme quoi il y a eu un attentat au Liban. Il y a eu un attentat au Liban et le journal fait une brève là-dessus. Et il y a une vieille dame, donc la grand-mère de Halima, qui débarque dans leur bureau en disant « Ma fille a disparu depuis plus de 18 mois. On m'a dit qu'elle était au Liban, qu'elle était partie tenter sa chance au Liban en tant que, vous savez, en tant que bonne, toute cette espèce de vibe de gens qui vont travailler au Liban, qui ont fait miroiter des millions. Et que donc cet attentat, est-ce que vous pouvez me dire si ma fille fait partie des victimes de l'attentat dont vous venez de parler ?» Donc évidemment, petit journal local, ils n'ont absolument pas les moyens de le savoir, puisqu'ils ont juste récupéré une dépêche AFP. Et le professeur, il est intrigué, évidemment, cette fille, son élève très brillante, et il se met dans la tête d'essayer de la retrouver, puisqu'on dit qu'elle est partie au Liban, essayer de savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, on se lance dans la quête de Halima Salai. Et je vous dis que ce livre m'a donné un énorme plaisir. Un énorme plaisir. J'ai pris un énorme plaisir à lire ce livre. C'était un super moment de lecture, mais vraiment. Parce que là, on a tout ce qui fait un bon roman. Il est prenant, parce qu'on a envie de savoir. On a envie de savoir ce que donc le professeur se lance dans une espèce d'enquête et ensuite il rencontre toute une pléthore de personnages plus ou moins truculents, plus ou moins forts, plus ou moins originaux. Donc évidemment, il y a on va dire, il arrive à se trouver des coéquipiers d'enquête ou une espèce de Zop, j'en reparlerai 2 minutes après, qui est une espèce de personnage arnaqueur, pasteur, proxénète, enfin une espèce d'homme à tout faire qui donne touche à tout, qui essaye d'arnaquer tout le monde, et voilà. Et puis un Peul, ancien djihadiste, et tous les trois, ils se mettent à la quête, à retrouver la trace de cette fille, en passant par tous les endroits les plus glauques de Bamako, en allant au Burkina Faso, en suivant la trace de cette Halima qu'on dit être allée au Liban. Ce livre est passionnant et il est tombé pile poil parce que quand on a besoin d'une lecture qui est en même temps prenante, c'est un polar, c'est un vrai polar, sans évidemment le classique policier et tout, mais c'est un vrai polar, c'est une vraie enquête. Ça me fait penser à tout ce qu'il y a des dernières lectures où j'ai lu quelqu'un comme Mohamed Bougarsar qui fait aussi une espèce de quête dans son dernier roman. Là, c'est une quête on va à la recherche de l'écrivain disparu et c'est une espèce de recherche transgénérationnelle avec Bougarsar. Le dernier que j'ai lu avec Blaise Ndala également, dans le ventre du Congo, on est aussi sur cette espèce de quête transgénérationnelle, d'histoire transgénérationnelle qui se poursuit par une quête, parce que Blaise Ndala, dans le ventre du Congo, est à la recherche d'une aïeule partie 45 ans avant. Et dans ce livre, on découvre que Halima, elle est récipiendaire d'une espèce de promesse faite par la grand-mère qui a rêvé d'être poète, qui a rêvé d'être écrivaine, après avoir vu une des premières femmes intellectuelles maliennes venir dans son village, faire un discours. Et la petite fille qui voit cette femme-là se jure d'être un jour aussi écrivaine et pour pouvoir parler au monde. Et ça marche pas avec cette grand-mère. Elle espère que sa fille réussira à le faire, mais avec
tout le poids des traditions, toutes les difficultés qu'il y a encore les femmes, elle n'y arrive pas. Et la troisième génération, c'est Halima sur qui reposent tous les espoirs et elle disparaît. Ce livre, c'est des magnifiques portraits de femmes, des vies très difficiles, de combats, de femmes qui se protègent, de femmes qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles. J'ai aimé quasiment chacun des portraits des personnages qui ont été campés dans ce livre, des personnages très forts, des personnages féminins très forts. C'est bien l'une des rares fois où je vois un auteur homme camper aussi bien des destins féminins. J'avais vu ça, évidemment, j'adore ça chez quelqu'un comme Emily Boom, mais là, David Pelly fait quelque chose de très bien. Et ce n'est pas juste un feel-good roman, c'est juste pour passer le bon temps, un polar classique, parce que, évidemment, on parle de djihadisme, on parle de gens qui se radicalisent, de femmes qui se radicalisent, et c'est pas juste pour saupoudrer, on cherche pas juste à flirter sur la vibe, on est dans les bas-fonds de Bamako, on a l'odeur, l'odeur, je veux dire par là, c'est que on a l'atmosphère. C'est pas le bruit et l'odeur, mais c'est l'atmosphère. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, un très bon moment de lecture. Et même la fin, c'est digne d'un très bon roman. Évidemment, parfois il y a un peu excessif sur 2-3 choses, mais c'est vraiment digne d'un très bon polar. Et en même temps, on est pris par l'émotion du destin de ces filles, de ces femmes, de la force qu'elles doivent avoir pour pouvoir surmonter des environnements qui sont extrêmement violents socialement et violents physiquement. Ce livre est un très bon livre. Je ne suis pas fan absolu des éditions L'Harmattan, mais ils ont un avantage, c'est que quel que soit là où vous soyez, vous le commandez, vous allez le recevoir. L'avantage de L'Harmattan, c'est ça, c'est que au moins que vous soyez en Afrique ou sur le continent ou en France, en Europe, vous le recevrez. Précipitez-vous, vraiment, c'est une très belle... j'ai pas eu beaucoup de lectures cette année, mais c'est vraiment une de mes belles lectures de cette année. Je trouve que... sans avoir une... Non, c'est bien écrit, parce qu'on est pris dans le truc. C'est bien narré, c'est truculent, les dialogues sont bien portés, les dialogues sont assez forts. On a envie de faire c'est beaucoup de punchline. Franchement, et puis l'écriture, elle est très dynamique. Ça s'arrête pas, ça s'enchaîne. Exactement ce que j'aime. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les littératures très descriptives. Là, on est vraiment sur des choses très fortes. On est sur la misère sociale, on parle beaucoup de misère sociale. Autant... Le Bougarsar, on est sur une quête littéraire, on est vraiment sur un objet littéraire non identifié très fort. Blaise Ndala nous plonge au cœur du Congo et de la période coloniale, de cette histoire du Congo à travers une fiction, à travers un roman. Et Blaise Ndala, j'ai adoré ce livre qui est Dans le vent du Congo. Et là, c'est encore autre chose. On est encore sur cette espèce de quête en quête. Et c'est très fort. Précipitez-vous, La poétesse de Dieu de David Pelly.